Salut à toi et bienvenue dans la deuxième partie de cette leçon 6 dans laquelle on parle de l'algorithme de LinkedIn ou plus précisément la partie des algorithmes de LinkedIn qui pousse les publications, qui décide à qui et dans quelle mesure nos publications sont montrées. Dans la première partie, très franchement, il y avait beaucoup de blabla qui était probablement utile, j'espère qu'il était utile. Mais dans cette deuxième partie, je vais aller beaucoup plus droit au but en donnant des choses à faire et à ne pas faire et qui sont valables aujourd'hui. C'est pour ça que pour se tenir à jour, il faudra suivre des personnes qui, comme moi ou d'autres, donnent ce genre de conseils parce que ça évolue vite, ça change vite. Mais voilà, l'important c'est de comprendre les principes qui sont derrière et en ce moment ou dans les prochains mois, ne pas faire ce que je vais vous dire de ne pas faire et faire ce que je vais vous conseiller de faire. Et je rappelle, ce sera l'ensemble de ces choses qui fera la différence. C'est comme une empreinte digitale, c'est pas une ligne qui fait une empreinte, mais c'est un ensemble d'empreintes qui font un ensemble de lignes qui font une empreinte. Pour résumer ce qu'on a vu dans la première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que au moment où on publie, les réactions, les interactions de notre auditoire ou des gens, comment ils vont réagir à notre publication, va déterminer en très grande mesure la suite. Donc, ce qui est fondamental, c'est la première heure, c'est une première phase de test. Si cette phase de test est positive, donc si on a un certain nombre de points selon l'algorithme de LinkedIn, il va continuer à montrer notre publication à une deuxième phase, donc au reste de notre réseau ou à d'autres personnes pendant 7 ou 8 heures. Et à la fin de cette deuxième phase, donc à la fin des 8 heures, les cartes sont jouées pratiquement, les jeux sont faits. Et LinkedIn va continuer à montrer dans une certaine mesure, grande ou petite, notre publication en fonction de ce qui s'est passé pendant ces 8 heures. C'est pour ça que le début est vraiment fondamental. Et c'est pour ça qu'en général, on ne va pas publier en pleine nuit parce qu'on grille des heures. À moins que, encore une fois, votre audience est active la nuit. Si par exemple vous vous adressez à des gens qui travaillent la nuit, des infirmiers ou d'autres personnes qui font des tournus et qui, pendant leur pause sur LinkedIn à 4 heures du matin, vous aurez l'avantage que personne d'autre ne publie à 4 heures du matin. Votre cible est active à 4 heures du matin, elle va réagir à 4 heures du matin. Et donc, quand les gens vont se réveiller à 8 heures, 9 heures ou à 7 heures, c'est égal, les actions faites par les gens qui étaient dans votre cible à 4 heures du matin auront un impact sur ceux qui viennent après. Donc toujours, encore une fois, on ne fixe pas des règles sur les horaires idéaux. Les horaires idéaux dépendent vraiment de votre cible. À quelle heure votre cible est là pour interagir avec vos contenus, mais aussi vous, à quelle heure vous êtes là pour interagir, parce que comme on l'a vu hier, moi j'ai tourné hier cette partie 1, comme on l'a vu dans la partie 1 de la leçon 6 sur l'algorithme, votre propre interaction, votre propre présence dans la demi-heure qui précède, mais aussi qui suit la publication, donc le fait que vous-même, vous allez répondre à ceux qui vous ont laissé un commentaire, ça a un impact important. Alors, je vais le faire un peu sous forme de questions-réponses, on va un peu passer du coq à l'âne, mais le sujet, c'est toujours le même. Quelles sont des choses à faire et ne pas faire pour ne pas être pénalisé par l'algorithme après qu'on a publié Là, je prends un exemple d'un post à moi d'il y a 2 semaines, qui a eu une portée assez moyenne. Voilà. Donc quand on parle de portée, on parle toujours de ça, le nombre d'impressions. Et comme je répète, ces impressions sont grandement influencées par le nombre de commentaires, éventuellement par le nombre de reposts. Voilà, je ne vais pas répéter tout ça, mais dans une toute petite mesure par le nombre de likes. Des fois, il arrive qu'on crée un post et puis on s'est trompé quelque part, on a fait une typo, on veut changer un terme, on a fait une faute d'orthographe. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On vient ici et on fait modifier. Alors la question c'est, est-ce que modifier le post va impacter sur la portée? Est-ce que LinkedIn va me pénaliser si je modifie mon post? Alors jusqu'il y a quelque temps, la réponse était oui, et on conseillait ne modifiez pas vos posts. La raison c'était que vous dites rouge, 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 vous obtenez plein de commentaires, les gens ils s'engagent, puis après vous modifiez votre post, puis vous le transformez complètement, puis vous dites bleu, 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 bleu. Donc c'était pour pas manipuler ce qu'on disait par rapport à l'engagement obtenu, et aussi par rapport, on va venir après, les liens, pas les liens dans les contenus, le fait de venir ajouter un lien ou pas, etc. Donc jusqu'il n'y a pas longtemps, si on faisait une modification même mineure, on se chopait une petite pénalité. Quand je dis pénalité, ça veut dire que LinkedIn réduisait peut-être la portée initiale de 20 à 30% par exemple. Et ces 20% de différence dans la première phase de test, elle a un impact sur la suite parce que si on a moins 20% de portée initiale, à cause de ça, on aura moins d'engagement,
parce que le post sera montré à moins de gens. Et donc, ce qui se passe au début a un impact sur ce qui va se passer beaucoup plus tard. Donc la réponse avant, c'était ne modifiez pas votre post. Depuis quelque temps, c'est plus le cas. Si vous faites une modification mineure, il n'y a pas de problème. Vous avez oublié un mot, vous avez une faute d'orthographe, vous la changez, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je vous déconseille de faire, c'est de faire une modification majeure ou de faire 2 modifications de suite en peu de temps. Par exemple, dans la première heure, si vous publiez, vous modifiez, un petit truc, c'est OK. Mais si vous remodifiez de nouveau 5 minutes après, ça pourrait déclencher quelque chose que LinkedIn dit « Oulala, peut-être ce contenu a assez changé pour que je le réévalue. » Et des fois, il ne va simplement pas le réévaluer, mais il va diminuer drastiquement sa portée. Donc, moi, mon conseil personnel, c'est gardez l'habitude de bien vous relire, comme ça, il n'y a pas besoin de le modifier. Si vraiment vous le modifiez, faites-le une fois, mais évitez de le faire 2 fois pour le même post. Autre chose à ne pas faire, ce que j'enregistre, oui j'enregistre, autre chose à ne pas faire, c'est les gros mots, les grossièretés. Donc prenez tous les mots qui sont qu'on vous a pas dit de dire quand vous étiez petit et que d'ailleurs on évite de dire aussi quand on est adulte, hein, parce que ça peut blesser certaines personnes ou paraître impoli. Eh bien, LinkedIn fait très attention à ça. LinkedIn va détecter dans notre texte tous les gros mots ou tous les mots qui sonnent impolis. Et donc, n'utilisez pas de gros mots, que ce soit en anglais bien entendu, ni en français, parce que si vous le faites, vous pouvez vous choper une grosse pénalité dès le début. Donc oui, un algorithme qui regarde le contenu et qui va vous mettre une pénalité si vous utilisez des mots, des gros mots, voilà, sur vos posts LinkedIn. Je vous ai dit que je serais passé du coq à l'âne. Chose à faire absolument, soignez votre toute première phrase, parce que rappelez-vous, quand je suis sur LinkedIn, c'est vraiment l'action de voir plus qui va faire que j'envoie un gros signal à LinkedIn pour booster ici par exemple le post de mon ami Raphaël. Donc, soignez vraiment vos 2 premières lignes si vous mettez une image, sinon ces 3 premières lignes, faites absolument en sorte que les gens cliquent sur le bouton voir plus. Donc, incitez ceci, ça va vous donner un énorme boost. Parlons maintenant du fameux premier commentaire. Vous faites un post, vous attendez votre premier commentaire. Je vous conseille d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vous fasse le premier commentaire. Il y a des cas où vous ne pouvez pas attendre, c'est vous qui allez le faire, parce que pour X raison, vous ne pouvez pas modifier votre post, vous ne voulez pas le faire, vous l'avez déjà fait une fois, donc vous allez ajouter de la valeur dans le premier commentaire. En fait, c'est une règle de bon sens. Si votre contenu est excellent, et vous ne souhaitez pas vous tirer une balle dans le pied parce que vous avez déjà modifié une fois votre post, donc vous ne voulez pas le modifier la 2e fois, alors oui, mettez vous-même votre premier commentaire, ce n'est pas très grave. Si par contre votre contenu n'est pas très bon et donc aucun de vos de vos plus fidèles lecteurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le premier batch, dans le premier step, donc lorsque vous publiez, les premières personnes qui vont voir votre contenu, c'est celles qui probablement ont interagi avec vous en message privé ou qui ont commenté ou liké des contenus précédents. Donc si ces personnes-là, elles ne vont pas liker, elles ne vont pas cliquer sur voir plus, elles ne vont pas commenter, c'est-à-dire que votre contenu probablement n'est pas fantastique. Et en plus, si c'est vous qui faites le premier commentaire, vous tirez une balle dans le pied. Donc je répète, essayez d'attendre d'avoir au moins 1 ou 2 commentaires. Une fois que vous avez en tout cas un commentaire, vous pouvez y aller, vos propres commentaires vont pousser votre post, mais évitez sinon d'être vous-même le premier qui commentez votre article. Ok ? Donc voilà, si on prend ce post typiquement, il n'a aucun commentaire. Si c'est lui qui après 2 heures s'auto-commente, ben voilà, c'est pas bon. Mais si on prend des posts, voilà, regardez. Bon là c'était il y a 6 jours, mais admettons que c'était il y a 6 minutes que Eva avait posté ça, il y a 6 minutes. Puis elle a déjà 18 commentaires, mais elle peut y aller, il y a vraiment aucun problème, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, laissez d'abord les autres commenter, puis après allez-y. Cette règle, elle n'est pas absolue. Comme toute règle, la règle elle est faite pour être comprise et être cassée dans certains cas. Mais si vous pouvez, soyez au moins le 2e à commenter, voire le 3e, le 4e. Mais en fait, vous pouvez être, je dirais même, vous devriez être le 2e à commenter parce que votre premier commentaire devrait être la réponse au commentaire que quelqu'un vous a posé. Donc, vous attendez le premier commentaire, vous répondez à ce commentaire-là. C'est le meilleur signal que vous pouvez envoyer à LinkedIn, vous, en tant qu'auteur d'un post. Donc, pour résumer, et ce qu'il faut retenir, c'est
Faites un post de qualité, attendez le premier commentaire, répondez aux commentaires de chacun. Donc si par exemple vous avez 10 commentaires, vous allez faire au moins une réponse à chaque commentaire. Donc il y aura 20 commentaires, 10 de la part des gens et 10 de vous. Parfois, vos commentaires vont relancer la discussion en posant la question à quelqu'un qui a laissé un commentaire. Donc, votre propre réponse à commentaire va générer une autre réponse à un commentaire. Donc, vous alimentez la discussion. Ça, c'est très, très, très bien. Vous pouvez même, dans vos commentaires, vos propres posts, une fois que voilà, vous faites un post, il y a Marie qui répond. Vous posez une question à Marie tout en citant Pascal. Du coup, Pascal va venir. Voilà, vous générez la discussion. C'est une très bonne chose à faire. Et le top du top du top, c'est le lendemain, après un post qui a bien fonctionné, vous faites un nouveau commentaire qui n'est pas donc un commentaire à votre propre post, qui n'est pas une réponse à un commentaire de quelqu'un d'autre, mais vous rajoutez de la valeur avec des nouvelles informations parce que tous ceux qui ont commenté vont être notifiés, donc ils vont pouvoir revenir là-dessus. Et ça, c'est une très 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 bonne façon de nourrir, de pousser un post qui est déjà parti viral, comme disent les Américains. Un autre point, c'est de faire attention aux lignes blanches. Alors, ça peut paraître surprenant parce que quand on écrit, on est bien aéré, donc on ne va pas faire un gros pavé avec de texte à la ligne. On va séparer les paragraphes, mais mettez une seule ligne blanche. 2 lignes blanches, apparemment, 2 lignes blanches de suite, ça serait encore le cas, pénalisent dans une petite mesure un post. Donc, quand vous faites un paragraphe, faites une ligne blanche, mais pas 2 lignes blanches à la suite. Il y en a que pour, détourner la chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit point, comme font certains sur Instagram. Donc, si vous voulez vraiment plus d'espace, vous voulez mettre 3 espaces, vous mettez petit point, petit point, petit point. Du coup, ça fait pas 3 lignes blanches, mais 3 lignes pleines parce qu'il y a un point à la place de la ligne blanche, mais visuellement, ça crée de l'espace. Qu'est-ce qu'il en est des emoticons? Dois-je les utiliser ou pas? Alors ça dépend de votre ton, à qui vous vous adressez, etc. Souvent les emoticons peuvent rajouter un petit peu d'émotion, un petit peu de couleur à votre post, donc c'est bien, mais n'en abusez pas. Utilisez quelques emoticons, mais apparemment, encore une fois, corrélation n'est pas causalité, mais avec les études qui sont faites, il y a assez de data pour le dire. Évitez de mettre plus d'une dizaine d'émoticons dans un post. Il n'y a pas besoin de compter, en fait, c'est juste naturel. Si vous mettez 30 émoticônes dans un post, c'est que vous êtes en train d'abuser, parce que ce n'est pas naturel, en fait. Donc, comme vous le ferez dans la vraie vie, lorsque vous écrivez des SMS, par exemple, même chose sur LinkedIn, évitez de mettre... C'est une règle comme ça pour vous donner une idée, hein. Ce n'est pas une règle absolue, il ne faut pas besoin de les compter puis dire « je suis à 11, je dois être à 9 », c'est pas ça. Mais essayez d'éviter plus d'une dizaine d'émoticônes par post et ne mettez pas trop dans la même ligne. Si vous faites une ligne avec 150 000 émoticônes, faites-le si ça a du sens, mais sachez-le que ça pourrait, dans la toute première analyse du post, vous mettre une toute petite balle dans le pied par rapport au reach initial. Les hashtags, parce que ça, vous allez demander comment les utiliser. Alors, on l'a peut-être vu dans la partie création. Mettez toujours un mélange de hashtags. 50% de hashtags très spécifiques et 50% de hashtags plutôt généraux pour toucher une audience plus grande. Mais soyez aussi spécifique pour toucher des gens plus qualifiés. Là, j'ai juste dit comment choisir les hashtags, mais je n'ai pas parlé de la quantité, on l'a peut-être dit dans la formation. On n'est pas sur Instagram, on est sur LinkedIn, donc actuellement, évitez d'utiliser trop de hashtags. Des fois, je vois des posts, il y a 30 hashtags, ce n'est pas du tout l'idée. Moi, je vous conseille d'utiliser entre 3 et 6 hashtags. Allez, 4 et 6 hashtags, c'est très bien. 3, ça va aussi. 5, ça va aussi. 4, ça va aussi, etc. Pas besoin de les mettre tout en bas. Vous pouvez les mettre aussi dans votre texte, les hashtags. Ils vont comme ça mettre des mots en évidence, en bleu. Donc, les hashtags, c'est le dièse. Hein. Dièse, voilà, c'est le dièse. On dit sharp aussi en anglais, donc dièse. Donc dièse suivi d'un mot tout collé, ça va devenir un hashtag. À ne pas confondre avec le at qui sert à citer des personnes ou à mentionner des personnes. Donc le hashtag, c'est vraiment le dièse. Donc 3 à 5, 6 hashtags maximum. Évitez les posts avec 7, 8, 9, 10 hashtags. C'est pas du tout l'idée sur LinkedIn. Mention de personnes, oui, vous pouvez mentionner des gens en faisant le at et écrivez le nom, puis vous cliquez dessus, ça va vraiment mentionner la personne. Après, vous pouvez toujours effacer le nom de famille si vous voulez, mais laissez le prénom qui a été sélectionné. Vous pouvez le faire, c'est très bien, ça va notifier la personne, mais si la personne ne réagit pas, ça envoie un signal négatif. Donc si vous mentionnez 10 personnes et il n'y en a qu'une qui réagit, vous avez envoyé 9 signaux négatifs. Donc mieux vaut mentionner des personnes que vous êtes sûr qu'elles vont interagir, des personnes qui ont un intérêt à interagir, et donc faites-le à bon escient. Donc c'est une très très bonne chose,
tant dans les commentaires que dans les contenus, mais faites-le à bon escient et pas à tout va, juste pour attirer l'attention de personnes qui sont soi-disant des influenceurs qui ne vont pas venir interagir sur votre post et ça va envoyer un signal négatif, sans compter que ça va les déranger. Au niveau du contenu, restez sur une langue. LinkedIn a besoin de comprendre plus ou moins de quoi vous parlez en lisant les mots, en analysant le champ lexical. Alors, c'est pas Google LinkedIn, hein, ça va être très très basique. Mais si vous mélangez les langues dans le même post, c'est pas bien. Donc, si vous écrivez en anglais, faites en anglais, en espagnol, en français, en français. Un post, une langue, évitez de mélanger, à moins que vous citez quelqu'un, puis il y a une petite phrase en anglais dans un post français, ça va. Mais le 95 voire 100% du post doit être dans la même langue, si possible. Je répète, mais c'est important, juste après avoir publié un post, engagez-vous sur les posts des autres. Donc vous publiez et passez 15 minutes à engager sur les posts des autres, éventuellement des personnes qui sont susceptibles elles-mêmes de voir vos propres posts. Donc les gens que vous voulez qui voient votre post, allez engager sur leur post à eux. Donc passez du temps, soyez généreux juste après votre publication, mais aussi juste avant. Ça va booster votre propre portée de vos propres posts. Si vous le faites juste après avoir posté et juste avant aussi également. Donc autour de votre post, soyez généreux, c'est ce qu'il faut retenir. Et là encore, on revient à ce qu'on disait. Hein. On n'est pas en train juste de manipuler un algorithme. On est en train de, par biais de réciprocité, s'intéresser aux autres pour qu'eux-mêmes s'intéressent aussi à nous. Mais faites-le vraiment de façon désintéressée, comme vous le faites dans la vraie vie, dans le networking, et vous allez voir les résultats à long terme, parce que les gens vont apprécier que vous vous intéressez à eux, et c'est ça qui a aussi un impact sur l'algorithme, parce que l'algorithme, je le répète, est fait pour fonctionner comme fonctionnent les gens, c'est le but des créateurs d'algorithmes. Soyez régulier, oui, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de partir en vacances. Donc, moi, par exemple, je suis un très mauvais élève, je publie régulièrement, après des fois j'arrête, je republie, etc. Donc ne faites pas comme moi. Par contre, autorisez-vous de temps en temps de prendre 1, 2, 3 semaines sans être actif sur LinkedIn, ce n'est pas un problème. LinkedIn va regarder votre historique sur plusieurs posts, donc il va voir quelle est la moyenne, la régularité sur les 15 derniers posts. Il ne va pas vous saboter parce que tout d'un coup, vous êtes malade, vous n'êtes plus là. Donc n'ayez pas peur de ça. Par contre, là, la qualité est importante, oui. Faites toujours en sorte de monter en qualité, parce que si vous faites une longue série, je ne sais pas, vous faites 15 posts de très très basse qualité avec très très peu d'engagement, il y a votre SSI qui va descendre, l'intérêt des gens va descendre, LinkedIn va remarquer ça et donc va vous mettre de moins en moins en avant. Donc visez quand même d'augmenter la qualité grâce à la quantité, je me répète. Grâce au fait que vous travaillez beaucoup, vous allez augmenter la qualité, mais visez toujours la qualité parce que c'est la qualité qui va être récompensée par l'algorithme. Dans votre appel à l'action à la fin du post, vous pouvez dire aux gens « sauvegardez ce post ». Peut-être je vous montre de quoi il s'agit, c'est mieux. Voilà, si là le post de mon ami Mathieu me plaît, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer ici et puis faire enregistrer. Donc vous pouvez encourager les gens à enregistrer votre post. Et si vous le faites, c'est aussi un signal d'engagement. C'est une très bonne chose. Donc si les gens enregistrent votre post, le mettent dans les favoris, c'est aussi un signal positif que vous envoyez à l'algorithme. Faites aussi en sorte que les gens passent du temps sur votre post. Donc les carousels fonctionnent bien pour ça. Vous faites un PDF avec plusieurs pages, avec peu de texte dans chaque page, qui donne envie à chaque fois d'aller voir la page suivante. Tout le temps que les gens passent sur votre carousel, donc sur votre post, c'est du bonus, c'est du dwell time. Ça envoie un signal positif comme quoi votre post est aimé et donc le post sera montré à encore plus de gens. C'est comme ça aussi qu'on devient viral en faisant en sorte que les gens passent du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ennuyant, ça veut pas dire qu'il faut trop écrire, mais chaque phrase aura pour but de donner envie de lire la phrase suivante et c'est ça qui fait que les gens passent du temps et ça envoie un signal positif, c'est ce qu'on appelle le dwell time. La grande question, est-ce que je dois mettre ou pas un lien dans mon post et comment je fais pour ne pas être pénalisé par l'algorithme de LinkedIn? C'est vraiment un thème à part qui mérite une bonne dizaine de minutes d'explication. Donc je ferai ça dans une autre vidéo parce que j'ai encore d'autres trucs à vous dire et je ne veux pas rendre trop longue cette vidéo-là. Donc il y aura certainement une partie 3 de la leçon 6 sur l'algorithme, rien que pour parler des liens et comment on les poste et comment on fait, quels sont les impacts des liens dans un post. Soignez, surveillez votre SSI parce que c'est lui qui va entre autres déterminer dans quelle mesure le premier batch de personnes, le premier cercle de personnes, dans la première heure va voir votre publication. Donc essayez de surveiller ça et d'être en dessus de 70, ça serait l'idéal. Si vous êtes à 75, c'est encore mieux. Après, plus au-delà, c'est difficile, c'est possible, mais c'est difficile. Mais essayez d'être toujours en dessus de 70.
J'ai parlé vite dans cette vidéo, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, des choses que vous connaissiez, mais la vraie question c'est est-ce que vous arrivez à les faire toutes? Faites-les toutes, vous allez voir une augmentation significative de votre reach, mais il y a encore beaucoup à dire autour de ça. Il faut absolument qu'on regarde ensemble comment organiser des pods de qualité. On va voir ça dans le bootcamp, vous en faites pas, dans le bootcamp on va organiser ça. Ça, c'est ce qui fait une méga différence. Parce que ça permet en fait de mettre en place tout ce qu'on a dit, de s'auto-surveiller, de s'auto-motiver. Mais on en parlera une autre fois. Et là, il faut absolument que j'aille en réalité. Il faut absolument qu'on parle des liens dans le contenu. Donc, je vous ferai une partie 3. Mais je vous laisse déjà cette vidéo parce que voilà, je tenais à vous la livrer. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour la partie 3. Et on reste en contact pour la suite de tout ce qui vous permet d'augmenter vos résultats sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt, posez une question en dessous ou bien contactez-moi, vous savez comment le faire. Et on reste en contact pour le bootcamp et pour la partie 3. À bientôt.